Bonjour Cécile. Bonjour. Salut Pierre. Salut. Merci d'avoir accepté notre invitation, Cécile. Alors, tu es présidente d'Amnesty International France, une ONG internationale qui se bat pour le respect des droits de l'homme. Et justement, en France, il y a beaucoup à dire sur ce respect des droits de l'homme. Mais d'abord, aujourd'hui, Amnesty lance sa mobilisation en faveur des défenseurs des droits humains persécutés dans le monde. C'est une campagne qui s'appelle 10 jours pour signer. À défaut de défendre les droits humains en France, est-ce que justement la France essaie de les défendre au moins à l'étranger ou même pas? En tout cas, notre première vocation à nous, comme notre nom l'indique, c'est effectivement d'appeler les gens à une solidarité internationale et d'appeler les États à justement faire preuve de davantage de solidarité lorsqu'il y a des personnes qui sont persécutées, dont les droits sont bafoués. Donc c'est vraiment l'esprit même de cette opération dont je précise qu'elle est annuelle, hein, tous les ans, autour du 10 décembre, qui est bien sûr l'anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ben, c'est vraiment une grosse opération de mobilisation populaire, citoyenne, et le mot d'ordre, c'est chacun peut faire quelque chose, chaque geste compte. Et donc, on appelle les personnes, d'une part, à signer des pétitions pour renforcer notre propre travail de plaidoyer. Après, on fait des remises de pétitions aux autorités. Et plus on a, bien sûr, de signatures, plus on a de poids. Mais on fait aussi quelque chose qui est très important, qui est un geste historique pour Amnesty, qui est d'écrire des messages de soutien à des personnes qui, dans différents pays, se sont retrouvées emprisonnées sans aucune raison raisonnables et qui sont malheureusement dans des situations terribles. Et c'est très important pour elles de savoir qu'on ne les oublie pas. Pour donner deux ou trois exemples très rapidement, il y a par exemple une jeune femme saoudienne qui s'appelle Nassima, qui en fait a juste milité pour le droit de conduire pour les femmes avant qu'il soit octroyé, en tout cas en partie par Mohamed Ben Salman. Et donc, elle s'est retrouvée en prison avec d'autres, hein, parce que bien sûr, malheureusement, elle n'est pas la seule. Donc là, typiquement, on fait pression sur les autorités, parce que c'est une libération inconditionnelle et immédiate qu'on demande. Elle n'a rien à faire en prison. Il y a d'autres situations où ce sont des personnes qui ont voulu défendre, par exemple, le droit à vivre dans un environnement sain lorsqu'une multinationale, comme c'est le cas en Colombie, a vraiment détruit leur environnement, on cherche à les expulser. Et ces personnes, en l'occurrence, c'est une femme, eh bien, elle est menacée de mort, elle est menacée physiquement parce qu'elle ose élever la voix contre des personnes et des entreprises parfois qui cherchent à les spolier. Donc c'est vraiment la substantifique moelle, si vous voulez, de cette opération que de dire à tous les citoyens du monde, parce que c'est une opération mondiale, que grâce à leur signature et grâce à leur message de soutien, ils vont vraiment pouvoir faire bouger les lignes, apporter des changements dans la vie de ces personnes et également parfois soutenir le moral en attendant qu'elles soient libérées. Et par exemple, pour ces libérations, est-ce que l'État français, par exemple, est un soutien pour la libération, par exemple, de Nassira ou Nassima. Alors effectivement, c'est une demande récurrente que l'on fait. Ça fait partie de la politique extérieure de la France, dont on devrait pouvoir s'honorer dans l'idéal. Parfois, ça arrive. Parfois, on sait qu'effectivement, dans des rendez-vous institutionnels, des rendez-vous diplomatiques, ils ont une liste de noms, en fait, de personnes à faire libérer. On sait que ces noms sont évoqués. Ça a pu arriver, par exemple, à propos de l'Égypte. Et on espère fortement que ce sera le cas très bientôt, puisque il est prévu que voilà, Al-Sisi vienne en France. Donc, dans ces cas-là, pour nous, ce sont des fenêtres de tir, si j'ose dire, pour mettre une pression maximale qui soit également diplomatique, mais une diplomatie vigoureuse, pas quelque chose de mou. Et donc, effectivement, en l'occurrence, le président Macron a une politique qui n'est pas toujours très claire. C'est-à-dire qu'il y a certains cas où, effectivement, il a vraiment élevé la voix, sans aucun doute, comme par exemple pour Nasrin Sotoudeh, l'avocate iranienne. Dans plusieurs cas, on a vu aussi, par exemple, pour la Tchétchénie, il y a maintenant un certain temps pour les personnes LGBT persécutées. Donc, parfois, il le fait, et parfois, soudain, il y a une incohérence parce que vis-à-vis de la Chine ou vis-à-vis de l'Égypte, justement, la dernière fois, eh bien, il y a cette espèce de discours que nous, on trouve complètement dangereux, de notre point de vue, évidemment, qui est de dire oh, on ne fait pas d'ingérence, on respecte je ne trouve plus le terme, excusez-moi, votre capacité au niveau national à prendre vos décisions, pas d'ingérence, des choses comme ça. Alors que nous, on considère que sur la scène internationale, une voix comme celle de la France doit et peut être entendue si justement elle est forte. Et donc, on demande plus de cohérence, en fait, dans la politique d'Emmanuel Macron. Et là, ça sera l'occasion très bientôt avec l'Égypte de lui demander des preuves, de nouveau, qu'il sait mettre à l'agenda les droits humains.
Alors, parmi les personnes justement que vous avez souhaité un peu mettre en avant dans le cadre de cette campagne que vous lancez aujourd'hui, il y a ces trois jeunes du pétrolier Eli Blue 1 qui risquent aujourd'hui la prison à vie à Malte pour avoir refusé justement d'être renvoyés dans l'enfer libyen. Malte, c'est aux portes de l'Europe. Enfin, c'est même plus qu'aux portes. C'est pas qu'aux portes de l'Europe, c'est l'Europe. C'est l'Europe. On parle de l'international, mais là, quels sont les leviers d'action et de pression justement sur un pays comme Malte? Bah, en fait, notre caractéristique, c'est aussi d'agir du local au global, hein. C'est la particularité de notre mouvement, puisque justement, on est aussi bien présent avec des militants ou des sympathisants dans tous les pays, en tout cas 150 pays du monde, mais on peut effectivement les convaincre, parce que c'est vrai, qu'ils peuvent avoir une action qui aura justement un impact au niveau européen ou parfois même jusqu'à l'ONU. Donc là, typiquement, c'est une illustration terrible d'une situation que l'on connaît que trop bien, parce qu'on a beaucoup parlé dans les médias de la Libye, du chaos total, mais de l'enfer que ça représente aussi pour les migrants. Donc, on a déjà beaucoup, beaucoup mis en lumière la situation dramatique dans laquelle ils se trouvent dans ces prisons, où ils sont violentés, parfois violés, contraints à un travail forcé. Enfin, ce sont vraiment des violations absolument terribles dans des prisons insalubres. Enfin, tout est absolument atroce. Et malgré cela, nous considérons que la politique migratoire européenne y contribue d'une certaine façon, puisque justement, c'est à cause de la capacité de l'Europe à se mettre d'accord pour avoir une politique migratoire commune, davantage respectueuse des droits humains, qu'on se retrouve dans cette situation où des personnes sont coincées en Libye. Et lorsque, dans le cas de ce bateau, elles espéraient pouvoir y échapper, eh bien, ces trois jeunes, donc ivoiriens et guinéens respectivement, avaient réussi à convaincre le capitaine de ne pas les ramener vers l'enfer libyen. Et maintenant, quelle ironie, ils se considéraient comme des passeurs en quelque sorte. Comme ils ont pris un petit peu les choses en main parce qu'ils maîtrisaient davantage la langue et qu'ils ont pu expliquer leur situation, eh bien, ils se retrouvent aujourd'hui à être criminalisés. Et ça, c'est quelque chose qui fait malheureusement, tristement même, je dirais, le lien entre l'européen et le local, mais aussi le mondial, c'est que à tous ces échelons-là, on retrouve une situation aujourd'hui qui est que des personnes qui cherchent à aider des migrants, qu'elles le soient elles-mêmes ou qu'elles ne le soient pas du tout, mais qu'elles soient en solidarité, se retrouvent en fait devant les tribunaux avec des peines extrêmement lourdes parfois. Et donc, il faut absolument qu'on fasse changer aussi les lois et qu'on fasse pression, tous les pays du monde ensemble, pour que dans différents pays où ça se produit, il ne puisse pas y avoir une telle criminalisation de l'aide aux migrants. Et quand tu vois que ça se passe dans un pays européen, quand tu vois aussi les menaces qui pèsent sur les droits fondamentaux dans des pays comme la Hongrie ou la Pologne, qui font partie aussi de l'Union européenne, est-ce que ça t'inquiète ou tu te dis, bon, finalement, il y a quand même l'Union européenne qui, entre guillemets, veille au grain et on Alors, doit. malheureusement, ce serait plutôt la désunion européenne, en particulier en matière migratoire, hein. Il est clair que même la peur des sanctions ne fonctionne pas parce qu'il faut qu'il y ait unanimité. Et donc, justement, on parle à l'instant de la Hongrie et la Pologne, eh bien, ce sont des compères qui savent très bien se tenir les coudes lorsqu'ils pourraient être un petit peu trop mis au banc justement de l'Europe. Donc ça montre bien qu'il y a aussi des réformes à faire au niveau institutionnel, parce que même les accords européens migratoires qui étaient déjà bien souvent insuffisants, par exemple, je pense aux engagements de la France pour relocaliser des personnes qui venaient, par exemple, dû au conflit syrien, et la promesse de les relocaliser a été tenue à peu près à 30%. Enfin, c'est vraiment tout à fait insuffisant. Donc, les engagements qui sont pris ne sont pas forcément tenus. Et surtout, on ne remet pas encore en cause suffisamment le fameux principe de Dublin, qui fait que finalement, ce sont toujours les mêmes pays qui se trouvent par un hasard justement aux premières frontières de l'Europe et qui donc effectivement ne peuvent pas gérer tout seuls l'accueil des migrants. Et il y a véritablement un problème fondamental de manque de solidarité à l'intérieur même de l'UE, d'où mon terme de désunion européenne, puisqu'en fait, ils sont bien contents, certains, de se dire qu'ils ne sont pas aux premières portes, donc ils laissent se débrouiller concrètement la Grèce, l'Italie. Bon, on voit aussi aux Canaries des situations terribles, parce que là, il y a une impossibilité d'accueillir autant de monde en même temps. Et donc le problème majeur, c'est qu'on ne suit pas notre recommandation que l'on fait pourtant depuis plusieurs années avec force, qui est enfin d'arriver à une répartition équitable, et qu'on arrive à sortir de ce système de Dublin qui ne fait que renforcer le caractère inéquitable de l'accueil et de permettre qu'en fonction des moyens de chaque État,
on puisse véritablement répartir cet accueil des migrants et des réfugiés, parce que beaucoup sont réfugiés parmi eux, il faut le rappeler. Ils pourraient avoir de fait un statut de réfugié vu le pays d'où ils viennent. Tu nous expliquais tout à l'heure justement que vous saisissiez souvent le gouvernement ou vous faisiez appel justement à l'État pour soutenir des actions qui sont les vôtres, demander la libération d'hommes et de femmes qui sont emprisonnés pour d'injustes raisons ou même mettre pression sur un président quand il vient rendre visite au président français. Comment ça se passe quand ces droits-là, aujourd'hui, ces droits de l'homme sont parfois bafoués en France? Quand on voit, par exemple, on parlait de la situation des migrants, on voit bien qu'aujourd'hui, la manière dont ont été délogés les migrants sur la place de la République il y a quelques jours, Oui, c'est des choses que vous dénoncez, vous, au nom d'Amnesty. bien sûr. Du coup, quand c'est l'État français qui est directement mis en cause sur la question de la liberté. C'est une question fondamentale, c'est celle de l'exemplarité. Et ça aussi, on l'a dit de manière répétée, je l'ai même récemment interpellé sur Twitter d'ailleurs, sur le fait qu'on ne peut absolument pas espérer avoir une voix qui soit crédible et entendue à l'international. Alors c'est quand même une prétention très clairement affichée d'Emmanuel Macron, si soi-même on n'est pas exemplaire dans son propre pays. Donc il est clair que des situations telles que celle des migrants en France, et on peut dire qu'en fait, ce qui s'est passé à la place de la République, c'était comme une espèce de projecteur sur quelque chose qui se produit depuis des années, et malheureusement bien souvent dans l'ombre, sans faire de mauvais jeu de mots, c'était parfois même pendant la nuit, notamment dans le Calaisis, mais également dans la région de Briançon. Enfin, il y a des situations aux frontières qui Aux sont portes de Paris. aux portes de Paris, exactement, parce que là, c'était une évacuation au départ à Saint-Denis, qui déjà s'était passée dans la violence au petit matin. Donc, on sait très bien que depuis très longtemps, il y a véritablement des manquements, un vrai irrespect du droit international à nos propres frontières et en France même. Je pense par exemple au renvoi qui est tout à fait illégal de mineurs sans qu'ils aient pu être pris en charge comme ça devrait être le cas pour un État qui a signé la Convention internationale des droits de l'enfant. Il y a également des personnes qui n'ont même pas pu demander l'asile, qui sont déjà renvoyées dans leur pays sans avoir pu le faire, parce qu'on suppose qu'elles sont dublinées, pour reprendre l'expression, et surtout la façon dont on les traite, c'est-à-dire même si on considère qu'en effet, la France n'a pas vocation à forcément accepter toute personne qui souhaite s'installer sur son territoire, ce qui est la position d'Amnesty, hein, il n'en reste pas moins que les migrants ont des droits, et le fait d'avoir de telles images qui mettent en lumière les violences physiques, les insultes, les coups tout à fait inutiles, le fait de voler exprès leur matériel et de détruire leurs tentes, etc., vraiment une forme d'inhumanité et de déshumanisation de ces personnes qui est de plus en plus préoccupante en France, parce qu'il y a une espèce de dissonance permanente entre un président qui prétend haut et fort croire dans le droit d'asile, dans le multilatéralisme, dans les négociations, pour que justement on fasse avancer cette crise de l'accueil des migrants, et dans le même temps, sur son propre sol, des migrants qui sont traités vraiment d'une manière ignoble. Qui est responsable de la situation selon toi? Est-ce que tu préfères dire que bon, bah, c'est tout un système qui est responsable, voire toute une société, ou est-ce que tu pointes du doigt, est-ce que tu peux pointer du doigt des responsables un peu plus spécifiques, que ce soit les forces de l'ordre, le préfet de police de Paris, Didier Lallement, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, ou même directement Emmanuel Macron, président de la République? En fait, il y a un côté macro, évidemment, puisque tout cela est quand même une question de politique migratoire, donc régalienne, hein, où il y a effectivement, comme je le disais, des efforts insuffisants, une volonté de décourager plutôt que d'essayer d'anticiper les demandes d'asile et d'essayer d'avoir une répartition sur tout le territoire, comme on a déjà su le faire par le passé. Il faut arrêter de dire que c'est une invasion, quand c'était des boat people, puisqu'on avec le décès de Valéry Giscard d'Estaing, on peut repenser à cette époque-là, eh bien, la France a su comprendre qu'il y avait parfois des urgences telles qu'on devait laisser les portes ouvertes. Aujourd'hui, il y a un tel discours absolument délétère, mais qui est repris par tellement, non seulement de responsables politiques, mais aussi sur les réseaux sociaux, qu'on a du mal à réintroduire à la fois de la raison et de l'humanité dans ces politiques. Donc il y a un côté vraiment macro, qui déjà n'est pas exemplaire du tout. Mais ensuite, effectivement, concrètement, ce qui s'est passé là, c'est que c'est au niveau de la préfecture qu'effectivement on prend une décision plutôt qu'une autre. C'est-à-dire plutôt que d'avoir anticipé, d'avoir suffisamment de place lorsqu'il y a une expulsion, il ne faut pas qu'elle soit ce qu'on appelle une expulsion forcée en droit international, c'est-à-dire sans qu'il y ait de place suffisante de relogement. Là, on peut évacuer un camp pour des raisons sanitaires, le droit le permet quand il y a relogement. Là, ce n'était pas le cas, ils savaient très bien, l'expulsion de Saint-Denis a déjà été dans le chaos, et aussi dans la violence tout à fait inutile.
usage illégal de la force déjà. Quant à République, c'était évidemment une opération au départ de mobilisation. On voulait mettre en lumière, justement, enfin quand je dis on, ce n'était pas Amnesty qui était à l'initiative, mais c'était surtout Utopia 56, mais c'était en tout cas pour montrer ce qu'on veut cacher. Dire voilà ce que l'État français, la responsabilité de l'État français devrait être. Mais là, c'est au niveau local qu'il y a eu vraiment une faute en envoyant des personnes, je crois que c'était la BAC, hein, c'est-à-dire des gens qui ne sont absolument pas formés pour ce genre de situation, qui ont plutôt le réflexe d'évacuer le plus vite possible et donc dans la violence sans que les gens ne comprennent rien. Et même les personnes qui sont là pour les protéger, pour les défendre, qui croient, elles, à des valeurs profondément universelles et donc veulent aider les migrants, se sont retrouvées, elles aussi, à être maltraitées. Oui, mais quand le lendemain Gérald Darmanin dit eh ben, moi, je réaffirme mon soutien total et entier à Didier Lallemand, ça veut dire qu'il assume la responsabilité aussi du geste de ces baqueux C'est lundi pour soir. ça, tout à fait. C'est pour ça qu'on parle bien de chaîne de responsabilité, sans faire de mauvais jeu de mots que la chaîne de commandement, parce qu'en effet, si le préfet le fait, c'est aussi parce qu'il sait qu'il est couvert par une politique ministérielle que nous, on considère comme désastreuse, parce qu'effectivement, c'est une forme d'impunité, finalement, quand de telles violences sont visibles, et heureusement, c'est encore le cas, je pense qu'on va parler après de l'article 24 de la proposition de loi sécurité globale, mais là, pour l'instant, effectivement, on peut dire que des images sont là pour attester que ce n'est pas une histoire de contexte, que manifestement il y a un usage illégal de la force. Eh bien, malgré tout, on considère qu'il y a, si ça a pu exister, c'est parce qu'il y a un sentiment d'impunité. Et après, ça a un côté assez ironique, que ce soit justement l'un des ministres qui est manifestement en faveur du fait de flouter les images des policiers, qui serait aussi une forme de garantie de leur impunité, disent « Oh, ces images sont choquantes, je vais donc demander une enquête ». Donc il y a quelque chose de dissonant, vraiment pour dire le moins, et même d'hypocrite en fait dans cette façon de faire qui est devenue insupportable. Et c'est pourquoi la mobilisation a été exemplaire. Je pense qu'il y a quand même une vague de mobilisation où plusieurs sujets se sont amalgamés de manière assez naturelle samedi dernier et sans doute samedi prochain, ça va recommencer, puisqu'il y a une convergence de sujets en fait entre la façon dont on traite les migrants, la façon dont on traite les manifestants. Et je ne parle pas de ceux qui commettent des violences, je parle des manifestants pacifiques qui sont l'immense majorité d'entre eux. Je pense aussi à des minorités qui se sentent non seulement stigmatisées, mais plus souvent contrôlées et plus souvent violentées. Et là, l'exemple flagrant a été avec Michel Zecler, évidemment. Tout cela concorde pour créer un sentiment de défiance. Et donc, heureusement qu'il y a une mobilisation, mais ce n'est pas normal non plus que lorsqu'on se mobilise aujourd'hui, on ait peur de la façon dont on va être traité pendant cette manifestation en France en 2020. Alors justement, tu l'évoquais, l'article 24 correspond à un des articles de cette grande loi dite de sécurité globale. Amnesty a dit son inquiétude, parfois même peut-être son désaccord, justement concernant l'article 24 notamment, mais on sait aussi que la loi sécurité globale, ça englobe beaucoup plus de choses. C'est des caméras de vidéosurveillance un peu partout, pour les piétons, des drones. Qu'est-ce qui ne va pas dans ce projet de loi ? En fait, nous, effectivement, on a analysé la loi comme toujours avec le prisme droits humains. Donc, on ne s'est pas intéressé à l'ensemble des articles, mais il y en a 3 qui sont clairement problématiques pour les droits humains. Et c'est vrai qu'il y a eu un focus extrême sur l'article 24, parce que tout ce qui est liberté d'expression en France, évidemment, ça touche tout de suite une corde sensible. Donc, il y a eu un tel focus qu'à partir d'un moment, on peut se demander si ce n'est pas aussi dangereux. Ça pourrait créer un écran de fumée, puisque ça peut cacher aussi l'article 21 et l'article 22, qui là ont des implications très graves en termes de respect de la vie privée, avec un usage beaucoup plus généralisé des caméras piétons sur les policiers, mais en laissant cet usage à leur discrétion, c'est-à-dire qu'ils peuvent l'activer et désactiver. Donc pour nous, ce n'est pas ça qui serait une garantie justement d'avoir des outils corrects pour lutter contre l'impunité en cas de violence policière. Et l'autre article, c'est encore pire avec les drones, car là, tel que c'est écrit actuellement, c'est un encadrement absolument pas suffisant au regard du droit international. C'est-à-dire que clairement, ça voudrait dire qu'on peut surveiller l'ensemble de l'espace public, y compris des halls d'immeubles, la rue pendant toute manifestation, dès lors qu'on considère qu'il y a un risque à l'ordre public, ce qui peut vraiment donner lieu à beaucoup d'arbitraire. Donc le risque de focaliser sur cet article 24, même s'il est effectivement très grave, c'est-à-dire que la façon dont on pourrait l'interpréter aussi est tellement vaste, tellement vague, que ça pourrait donner lieu très concrètement à un empêchement
pas seulement de diffuser, mais même de filmer, parce qu'on pourrait anticiper que l'intention serait de nuire et de porter atteinte à l'intégrité physique Ça veut dire qu'il ne et s'agit pas morale. pour toi de le réécrire, il s'agit pour toi de le retirer, cet article? Oui, clairement, puisqu'il est à la fois non nécessaire quand on parle du principe de l'égalité d'abord. L'égalité, ça veut dire que ça serait lisible, une loi qu'on pourrait comprendre. Or là, elle est absolument mal écrite, c'est très clair. De nécessité, elle n'est pas nécessaire puisque d'autres dispositions dans le droit pénal permettent déjà de protéger des personnes quand elles seraient victimes d'incitation à la haine ou bien pire, à des actes de criminels. Et en plus, ça n'est pas proportionné, pas plus l'article 24 que l'article 21 et 22, parce qu'à chaque fois, ce sont des restrictions aux libertés qui sont extrêmement générales. C'est l'ensemble des citoyens. Et ce n'est pas seulement ni les journalistes, comme on l'a parfois cru pour l'article 24, c'est toute personne, évidemment, y compris ceux qui ont filmé, par exemple, l'arrestation de Cédric Chouviat. Donc c'est beaucoup trop vague, et l'interprétation qui pourrait en être faite sur le terrain par les policiers pourrait être, nous avons un feu vert pour dire stop à la personne qui filme et pas seulement qui diffuse. Et d'ailleurs, l'article 25 du prochain projet de loi, qu'on commence seulement à analyser, dont je ne vais pas trop en parler, mais effectivement, elle pourrait poser le même problème où on fait allusion à un but. Or, la loi, normalement, devrait punir quand même des actes et pas anticiper sur des intentions, sauf quand il y a vraiment des éléments très probants qui montrent que ça va conduire à un acte, très certainement. Je lisais une interview que tu as donnée sur le site de Amnesty où tu disais justement que vous étiez de plus en plus amené, enfin peut-être pas d'ailleurs, tu vas nous le dire, mais en tout cas quand vous interveniez en France, on avait le sentiment que vous seriez en train de vous gauchiser et que vous feriez de la politique. Est-ce que tu as le sentiment, toi, que de plus en plus, vous avez vocation à intervenir en France? Est-ce que de par justement ce qui se passe en France, tu as le sentiment qu'Amnesty est plus amené justement à intervenir sur des dérives, sur des dysfonctionnements en termes de droits et libertés en France? En fait, ce qui est assez paradoxal, c'est que alors que nous avons les mêmes positions, une constance dans nos recommandations et nos positionnements, puisqu'encore une fois, c'est toujours par rapport au droit international, la perception change tout à coup dès qu'on est en fait sur la France. C'est-à-dire que de la même façon qu'on entend vraiment des cris d'orfraie quand ce sont des personnes à l'ONU, que ce soit des experts ou Michelle Bachelet elle-même qui réprimande la France sur justement les techniques de maintien de l'ordre par exemple ou sur des discriminations, on dit comment nous en France on pourrait critiquer, c'est pas possible. Et de la même façon quand c'est nous qui portons des critiques à l'encontre non pas de telle ou telle personne, mais encore une fois sur la base de principes, on va critiquer effectivement les politiques d'un gouvernement, que ce soit migratoire par exemple ou d'autres, bien tout à coup on devient politique, on est perçu comme gauchiste par exemple parce qu'on va critiquer telle ou telle politique. Alors qu'en fait, le combat même des droits humains, il est à la fois politique dans le sens où bien sûr ça intervient sur des politiques décidées par des gouvernements, mais c'est apolitique au sens où c'est non partisan. Et on va chercher à convaincre autant des gens de droite que des gens de gauche. On va bien sûr essayer d'intervenir dans le débat politique, mais en restant à notre place d'ONG. Et donc, ça me paraît très important de garder cette impartialité, que les gens soient malheureusement, eux, convaincus qu'on va forcément défendre des combats de gauche, ça c'est leur problème. Mais pour nous, le fait de défendre les droits des migrants, le fait de défendre des discriminations, que ce soit à l'encontre des musulmans, à l'encontre des personnes LGBT ou parfois des personnes qui ont des handicaps, etc., ça n'a rien à voir avec la politique, c'est à voir avec le droit international et le respect des droits humains, des valeurs universelles aussi, hein, c'est bien sûr, ça va trouver ses racines dans un idéal et dans des valeurs. Et pour nous, elles n'appartiennent pas particulièrement à un parti ou à un autre. Donc, on va chercher à convaincre en fait tous les partis. Est-ce que Amnesty International, je ne sais pas, Allemagne ou Amnesty International Nouvelle-Zélande, lorsque la chef d'État, en l'occurrence par exemple de Nouvelle-Zélande, vient en France, fait une visite d'État en France, est-ce que Amnesty International Nouvelle-Zélande essaye de faire pression sur sa chef d'État pour qu'elle dise à Emmanuel Macron des choses précisément par exemple sur les questions de maintien de l'ordre en France ou sur les migrants ou sur d'autres sujets? À ma connaissance, ça ne s'est pas passé comme ça. Il y a eu parfois des campagnes de pétition ou des cartes postales écrites du monde entier. Je me souviens, c'était notamment quand les journalistes de Disclose avaient été interrogés parce qu'ils avaient, donc, selon
Amis Hertz, ils avaient donc divulgué des informations secrètes, sensibles. Et donc, il y avait eu une campagne de pétition du monde entier qui l'avait fort surpris parce que vraiment, ils ne s'attendaient pas à ce que des gens d'autres pays que la France s'intéressent au cas de journalistes du média indépendant Disclose. Mais je n'ai pas connaissance de rendez-vous de plaidoyer institutionnel où le président Macron aurait eu ce genre de remarques. En revanche, il en a déjà eu de la part d'un Poutine, par exemple, qui s'est régalé à justement montrer que la France n'était pas exemplaire. Je crois même que Bachar al-Assad a déjà osé le faire, bien sûr dans les médias et non pas en France même là. Mais en tout cas, ça arrive effectivement que le fait qu'il y ait des manquements en France même soit instrumentalisé par des personnes qui sont elles-mêmes loin d'être exemplaires dans le respect des droits humains. Mais ça montre à quel point ce qu'on disait tout à l'heure à propos d'exemplarité est vraiment central. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un effet de levier sur d'autres pays si soi-même, dans son propre pays, effectivement, on n'a pas un respect strict des droits humains. On a une dernière question, Cécile. On est en pleine crise sanitaire, en crise économique aussi et sociale. On est même encore en état d'urgence. Demain, samedi 5 décembre, c'est la journée du don. Est-ce que tu ne crains pas que la question du respect, enfin la question des droits humains, passe un peu en ce moment au second plan? Moi, je ne crois pas. Je crois qu'au contraire, dans ce genre de situation, il y a aussi beaucoup de personnes qui ont vraiment tout à coup une espèce d'éveil de la conscience. Et ça peut aussi avoir un effet électrochoc dans ce sens-là. Et je pense que la mobilisation qu'on a vue récemment le montre bien. Et de la même façon, la générosité des Français, c'est assez extraordinaire, mais elle se maintient quand même. Ça a été manifeste de différentes façons. Ça peut être des gestes très concrets, très matériels, comme par ailleurs aussi des mobilisations comme manifestations, pétitions, etc. Donc je pense que ça reste quand même très ancré dans le cœur de beaucoup de Français et de Françaises, heureusement, le fait qu'il faut savoir rester aussi généreux et engagé et ne pas tomber dans une espèce de repli sur soi parce qu'on est face à une crise, parce que ce n'est pas comme ça qu'on s'en sort davantage de toute façon, et opposer les misères. En général, ceux qui disent par exemple « occupez-vous des SDF plutôt que des migrants », c'est rarement ceux-là qui s'occupent des SDF de toute façon. Donc nous, on ne sommes pas du tout en faveur de ça, et nous cherchons au contraire à montrer le plus possible que chaque geste compte, quoi. C'est pour ça que la campagne qui commence aujourd'hui pour les 10 jours pour signer, c'est dans le même esprit de solidarité. C'est pas forcément faire un don financier, mais c'est faire un don de son temps aussi, en passant du temps sur le site d'amnesty.fr, en signant quelques pétitions, participer à nos manifestations dans la rue, c'est pareil, c'est défendre les droits ensemble. Donc tout ça, je pense que ça peut vraiment, malgré la crise sanitaire, être quelque chose qui reste très très fort oui, c'est une tradition en fait qu'il faut continuer de cultiver. France, pays des droits de l'homme, ça reste une manière de se faire plaisir de le dire, ou est-ce que ça n'a plus de sens aujourd'hui? Non, je pense que c'est le pays, effectivement, où il y a eu la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Mais pour nous, la référence est la Déclaration universelle des droits de l'homme. De toute façon, on n'a jamais pensé que la France a été forcément toujours exemplaire. Mais en revanche, ça peut être un effet de levier parce que c'est une image dont la France peut s'enorgueillir parfois. Et quand c'est à tort, bien là, ça nous sert un petit peu d'effet pour dire, bon, un petit peu de cohérence entre cette tradition, cette réputation et la réalité, quoi. Merci beaucoup, Cécile. Merci.